I'll be back. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Terminator 2, le jugement dernier, sorti en 1991 et réalisé par James Cameron. Alors il est clair qu'avec Terminator 2, James Cameron va aller beaucoup plus loin, dû peut-être aussi à une certaine frustration qu'il avait eue sur le premier en termes de budget, donc là il va aller beaucoup plus loin, il va frapper beaucoup plus fort. Terminator 2 est un véritable film de SF, de bruit, de fureur et pourtant, au départ, James Cameron ne souhaitait pas le réaliser. Et c'est Mario Kassar, patron de la société Carolco, qui va racheter les droits à la société Hemdel, productrice du premier film, et aussi à Gale & Hurd, ex de James Cameron. Il va racheter les droits et proposer à James Cameron la modeste somme de 6 millions de dollars pour écrire le film. Et il va lui donner également une liberté totale. Donc évidemment, James Cameron saute sur l'occasion, d'autant plus que la société productrice du premier Terminator, Hemdel, voulait produire éventuellement une suite à Terminator, mais en faire une suite assez cheapos et faite un petit peu à la va-vite. James Cameron ne veut réaliser cette suite qu'à une condition, c'est évidemment de reprendre le casting original avec Linda Hamilton, Schwarzenegger, etc. Linda Hamilton, il va la convaincre de reprendre le rôle et elle, qui était pressentie pour jouer dans le futur nanar Highlander 2, va préférer rejoindre toute la team de James Cameron et reprendre son rôle de Sarah Connor dans Terminator 2. Mais puisque le personnage de Sarah Connor a totalement changé, elle est devenue une guerrière totalement badass, il va falloir qu'elle prenne un petit peu en muscle, en assurance et tout ça. Et pour ça, James Cameron va l'envoyer en Israël, histoire qu'elle soit entraînée par un commando des forces armées israéliennes, rien que ça. Et donc elle a été soumise à 3 mois d'entraînement intensif. Et pour le rôle du Terminator, donc celui qu'on va appeler le T-800, interprété par Schwarzenegger, la tâche la plus lourde qui va revenir à James Cameron, c'est en fait de convaincre Schwarzenegger qu'il va falloir là, pour le coup, jouer un Terminator gentil. Et au départ, l'acteur n'est pas forcément d'accord. Pour lui, le Terminator, il est méchant, il défonce à tout va, il tue absolument n'importe qui. Mais Cameron, qui a construit son nouveau scénario pour Terminator 2 avec 2 Terminators, un gentil, un méchant, il veut absolument que Schwarzenegger, pour le coup, fasse le gentil cette fois-ci, parce qu'il a une idée derrière la tête par rapport au Terminator méchant, c'est-à-dire au T-1000, qui va être interprété par Robert Patrick, et qui va aller beaucoup plus loin finalement que ce que le T-800 pouvait faire. Schwarzenegger se laisse convaincre, et puis en plus ça correspond à ce moment-là à l'image qu'avait Schwarzenegger, l'image de justicier, on va dire, de gentil dans les films. Ça correspondait totalement à son image, donc c'était raccord en fait. Et le fait d'interpréter un Terminator beaucoup plus nuancé, beaucoup plus gentil, correspondait réellement à l'image que l'acteur dégageait à ce moment-là. Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission, Baisse-toi! c'est de le protéger. Alors Terminator 2 lança la nouvelle mode auprès des critiques, des gens du métier, comme quoi le prochain film de James Cameron ferait un four. James Cameron avait annoncé que le film coûterait 100 millions de dollars, ce qui était absolument colossal à cette époque-là. Et là, évidemment, les journalistes, le métier, s'en donnèrent à cœur joie à prédire que Terminator 2 serait un énorme four. Le film rapportera 500 millions de dollars, ce qui est à l'époque colossal, mais cette prédiction de la part de la presse, de la part du métier concernant les futurs flops à venir de James Cameron vont se répéter concernant Titanic et aussi Avatar. Et on ne leur fera pas évidemment l'affront de leur rappeler les scores qu'ont fait ces 2 chefs-d'œuvre au box-office. Même fabrication. Alors ce qui frappe tout de suite avec Terminator 2 quand on commence le film, c'est qu'on se dit que James Cameron n'est vraiment pas là pour se marrer. James Cameron, tout de suite, dès le début, plante l'ambiance. On est dans quelque chose de très très sombre. Non pas que le premier n'était pas sombre, bien au contraire, mais disons qu'on restait dans un cadre de film slasher, allié aussi à une thématique très pessimiste sur l'avenir de l'humanité, mais là on va encore plus loin, là on aurait pu penser, quand on voyait les trailers, et avec un Terminator en mode un petit peu plus gentil, on aurait pu finalement penser que cette suite allait être, oui, plus spectaculaire, mais peut-être un peu plus fun à regarder. Ce qui est le cas aussi, et c'est toute la force de Terminator 2, et c'est tout son paradoxe, c'est-à-dire que c'est un film beaucoup plus spectaculaire
spectaculaire que le premier. Pour moi, je le qualifie souvent, Terminator 2, de premier Terminator, mais version grand public. Ce n'est pas péjoratif, bien évidemment, ce que je dis, mais disons que c'est un Terminator beaucoup plus accessible, parce que beaucoup plus décomplexé, parce que moins ambiance glauque, moins poisseuse, et on a vraiment l'impression que là, Cameron veut s'adresser à absolument tout le monde. Mais il pousse le bouchon plus loin dans cette thématique beaucoup plus déprimante, en fait, de l'avenir de l'homme par rapport aux machines. Et c'est ce qui en fait tout le sel de Terminator 2, aussi tout son paradoxe, et ça commence tout de suite par la première séquence, la séquence d'intro, qui est une sorte de remake, en fait, de ce qu'on voyait dans le premier film, des scènes dans le futur, sauf que là, vu qu'il a plus de budget, il réalise une scène mais totalement dantesque, c'est-à-dire que quand tu vois cette première scène tout de suite au cinéma, déjà tu te dis waouh, si tout le film a cette gueule-là, on va s'en prendre plein la gueule pendant plus de 2 heures, c'est exactement ce qui va se passer. Et puis après arrive le générique avec cette fabuleuse musique de Brad Fiedel, qui est peut-être pour le coup un peu moins menaçante que celle qu'on avait sur le premier, disons qu'elle est un petit peu plus dantesque, mais en même temps un peu plus triste, et j'en veux pour preuve ce fameux passage dans le générique où tu vois le jardin d'enfants réduit en cendres sous les flammes, en mode apocalypse total. Tu as à ce moment-là la partition de Brad Fiedel qui devient presque triste et qui part en envolée lyrique comme ça. C'est un moment du générique que je trouve toujours remarquable parce que ça annonce réellement la couleur du film, le ton que va adopter Cameron pour Terminator 2, un film très pessimiste sur le fond, et tout ça va admirablement bien se combiner avec les images d'apocalypse made in Cameron. Rien que cette séquence dans le générique est glaçante parce qu'on brûle un jardin d'enfants, les enfants qui sont l'avenir de l'humanité. Donc il va frapper plus fort et il enfonce le clou sur notre avenir qui se dessine de façon de plus en plus sombre, et évidemment il va aller beaucoup plus loin sur la mise en garde sur notre rapport qu'on aura avec les machines. T'es réellement réel? Il est programmé pour protéger un enfant. Qui t'a envoyé? C'est toi, il y a 25 ans. Alors il y a l'introduction du T-800, donc Schwarzenegger, qui ne va pas être longtemps très ambigu, c'est-à-dire qu'au début on joue sur le côté totalement indestructible évidemment du T-800, c'est un Terminator en plus interprété par Schwarzenegger, la scène dans le bar, et puis cette ambiguïté ne va pas durer longtemps parce qu'on va avoir non pas de l'humour lourd, mais on va nous présenter le Terminator de façon beaucoup plus radoucie entre guillemets, avec la musique Back to the Bone quand il prend les lunettes du mec dehors, etc. Donc on a tout de suite peut-être une petite dose d'humour quand on nous présente le T-800, histoire de nous dire que cette fois-ci, le T-800 ne sera plus une menace pour nos héros, mais au contraire, va être comme un espèce de héros bienveillant. À l'inverse de la façon dont Cameron, par exemple, va nous présenter le T-1000, c'est-à-dire Robert Patrick. Là, on est dans la menace totale, dans l'insécurité totale. Là, on sent que le T-1000 reprend finalement ce qu'était Schwarzenegger dans le premier film, appuyé aussi sur la BO de Brad Fiedel, qui est toujours aussi menaçante quand on présente le T-1000. Alors puisque dans le premier on n'arrêtait pas d'entendre parler de John Connor, et ben cette fois on va le voir, donc on le présente comme un espèce d'adolescent rebelle, un petit peu tête à claque, et c'est là toute l'intelligence en fait de James Cameron. Il va se servir de cette base-là pour lui donner un véritable arc narratif, c'est-à-dire qu'on part d'un ado totalement rebelle à un adolescent qui va devoir prendre conscience qu'il est le futur leader de la résistance humaine. Et donc là, l'arc narratif va aller crescendo dans ce sens. Donc l'arc narratif de John Connor est admirable, appuyé évidemment par la formidable interprétation d'Edward Furlong. On a aussi une Sarah Connor évidemment qui a totalement changé, même si c'est vrai, on avait des indices à la toute fin du premier opus, où on disait que oui, elle avait vécu cette expérience totalement traumatisante qui allait la changer à jamais, mais on n'avait pas encore cette transformation. Là, dès qu'on attaque Terminator 2, on voit que ce n'est plus du tout la même femme, elle est complètement déboussolée, menaçante même, voire inquiétante, même si on sait qu'elle a raison. Mais la réintroduction de ce personnage est fascinante parce que on a un véritable changement qui s'est opéré, et aussi, pareil, à l'instar d'un John Connor, son arc narratif va être formidablement bien écrit dans Terminator 2. Cette fois, ils sont deux. Terminator 2. Alors évidemment, Terminator 2 possède deux atouts majeurs, son histoire, son scénario, et aussi ses scènes d'action. James Cameron rappelle là qu'il est le patron absolu à cette époque-là des scènes d'action. Il l'est encore bien entendu, mais à cette époque-là, on s'en prend plein la tête, et notamment lors de la première course-poursuite avec le T-1000 à bord du camion qui va poursuivre Schwarzenegger et John Connor. Cette scène-là, elle est ahurissante, c'est-à-dire que ce qui pouvait
être considéré comme le climax de fin du premier, bah lui, il te la balance au début, histoire de te dire, voilà, ça c'est une des premières scènes d'action, donc attends-toi à t'en prendre plein la gueule comme ça pendant tout le film, niveau action. Et après tout, quand on va voir un film avec Schwarzenegger, on est aussi là pour ça. Mais il y a également l'aspect scénaristique, évidemment, dans Terminator 2 qui va rentrer en compte et qui va faire évidemment rentrer Terminator 2 dans l'histoire du cinéma, considéré peut-être comme un des meilleurs films de science-fiction de toute l'histoire. Alors, Terminator oblige, il y a cette fameuse thématique de la machine destructrice dans Terminator 2, sauf que cette fois-ci, Cameron va y mettre beaucoup de nuances. Et comment il va y mettre beaucoup de nuances? Bah, grâce aux séquences d'humour. Attention, pas de l'humour lourd, je le répète, de l'humour bien distillé, mais disons qu'il va apporter beaucoup plus de distance. Cameron, là, va prendre plus de recul par rapport à son sujet. Il s'est peut-être un petit peu même assagi sur cette question-là, et on a l'impression qu'il veut entrouvrir une espèce de porte d'espoir, de cohabitation presque même, entre la machine et les hommes. Et ça, évidemment, on va le voir dans toute la relation que vont entretenir le T-800 et John Connor. Donc sur l'humanisation, on va dire, du Terminator. Pas mal de gens ont reproché à l'époque que on retrouvait pas la matrice originelle du premier Terminator, surtout quant à Schwarzenegger qui l'interprète, et beaucoup de gens disaient moi je préfère le premier parce qu'au moins il était méchant totalement, etc. Moi c'est jamais quelque chose qui m'a déplu, justement ce changement un petit peu radical du T-800 dans Terminator 2, mais c'est vrai que certains ont été agacés par les hasta la vista baby, no problemo, etc. Mais là où Cameron comprend qu'il ne peut pas franchir une certaine limite dans l'humanisation, si tu veux, du T-800, c'est au détour d'une scène qui restera coupée, qui a été tournée mais qui sera coupée, celle où tu as le Terminator qui essaye de rire et tout ça, et puis il n'y arrive pas. Heureusement que cette scène a été coupée parce que quand tu la vois comme ça, tu te dis que ce genre de scène peut te faire un petit peu sortir du film, peut te faire sortir de la mythologie Terminator. Et c'est là où Cameron comprend les limites en fait de l'humanisation de ce robot. Il reste toujours quand même dans la matrice originelle du personnage, c'est-à-dire un robot indestructible, mais qui va quand même tenter de s'humaniser parce qu'il doit jouer aussi le rôle de protecteur et de père de substitution avec une mère qui a été absente pour John Connor. Donc finalement, John Connor, son seul repère, c'est cette machine. C'est tout le paradoxe, évidemment, de Terminator, c'est-à-dire que on lutte contre les machines, mais John Connor, futur leader de la résistance, son repère, c'est cette machine-là. Vas-y, maintenant! Il faut qu'on reste ensemble! Et comme dans tout bon film de James Cameron, on n'échappe pas à cette fameuse règle des 3 climax. Je vous l'avais raconté dans la vidéo du premier Terminator. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo du premier Terminator, vous verrez de quoi je parle. Ici, le premier climax, il prend place quand la police entoure l'immeuble de Cyberdine, le T-800 affronte les flics et le T-1000 prend en chasse nos héros. Le second climax, il y a la poursuite en camion sur l'autoroute où au final on va arriver dans une usine. Là, le T-1000 est immobilisé par l'hydrogène liquide, il est détruit une première fois par le T-800 qui lui sort un superbe hasta la vista baby. Et parce qu'on est chez James Cameron et qu'il faut aller toujours encore plus fort, on aura le droit à un troisième climax. Le T-1000 se reforme, réussit à défoncer le T-800, mais ce dernier arrive à faire sauter le T-1000 avec un lance-grenade et le précipite dans un réservoir de lave en fusion. Voilà. Et sachant que chaque climax dure environ 10 minutes chacun. Alors on a le droit à une fin superbe évidemment avec cette fameuse phrase de Sarah Connor: si un Terminator peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être aussi nous le pouvons. Donc là il y a une forme d'espoir encore de la part de James Cameron qu'on avait vu en milieu de film également, avec cette espèce de travelling avant sur l'autoroute. Cameron à ce moment-là joue aussi sur l'ambiguïté. Est-ce que nous pouvons avoir un avenir meilleur ou est-ce qu'on va justement répéter nos erreurs? Est-ce que la guerre est dans notre ADN? Comme dit le Terminator, c'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Ou alors est-ce qu'on peut dépasser ça? L'interrogation est là, James Cameron pose la question, il n'apporte pas de réponse. Là où dans la fin originale prévue et qui avait été tournée et qu'on peut voir dans l'extended cut sur le Blu-ray, où on voit Sarah Connor dans le parc d'enfants vieille, dans un monde où la guerre n'a pas eu lieu, mais au final Cameron n'est pas réellement satisfait de cette fin, parce qu'il estime que si on montrait Sarah Connor vieille à la fin, il aurait fallu la montrer au début également, un petit peu comme dans un Titanic par exemple. Donc du coup il conservera la scène mais il ne l'inclura pas dans le montage cinéma et vous pouvez la voir dans l'extended cut. Mais si je reviens sur cette fin, quelque part ça aurait peut-être permis une fin beaucoup plus
fermée. C'est-à-dire que pour moi, Terminator, j'ai toujours considéré que Terminator 2, ça se terminait au 2. Voilà, ça ne servait à rien d'inventer un 3, un 4, un 5. Tellement l'histoire se terminait là et que finalement Cameron avait absolument tout dit dans le 1 et dans le 2. Il n'y avait pas de quoi en rajouter. Et c'est vrai que cette fin aurait permis de réellement conclure cette saga et de ne pas apporter une suite. Alors il existe plusieurs versions du film, comme je disais. Donc il y a la version cinéma, il y a la version Director's Cut qui est très intéressante puisqu'on voit plusieurs scènes qui ont été rajoutées, notamment celle avec Kyle Reese. Quel dommage qu'il n'ait pas été inclus dans cette version cinéma, surtout cette scène de rêve où Sarah Connor rêve de Kyle Reese, une scène où on est encore dans cette espèce de délire onirique, poétique qu'on va avoir un petit peu pendant tout le film, et d'autres scènes super intéressantes. Il va y avoir aussi sur le même DVD et sur le Blu-ray la Extended Cut, donc dont je parlais un petit peu avant, avec la scène où on voit Sarah Connor beaucoup plus vieille et une scène où le T-1000 fouille la chambre de John Connor. Sur le DVD et il me semble aussi sur le Blu-ray, on pouvait avoir accès à cette fameuse Extended Cut. C'était une version cachée et il fallait taper le code 82997, ce qui correspond à 29 août 1997 en rapport avec le film. Et surtout ne pas négliger cette merveilleuse version 3D du film qui était sortie en salle et qui après est sortie en Blu-ray. Là, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis pris une claque monumentale. On a vraiment l'impression de redécouvrir le film. Quelques plans aussi ont été arrangés, notamment lors de doublures de Schwarzenegger qu'on voyait trop dans la version cinéma. Là, du coup, on voit le visage de Schwarzenegger sur ces scènes-là et la conversion 3D, donc supervisée par James Cameron lui-même, est juste fabuleuse. Une grosse claque. Je vous la recommande, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vue. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce fabuleux chef-d'œuvre qui est Terminator 2, le jugement dernier, un film qui restera très longtemps dans l'histoire du cinéma. À sa sortie en 91, il était déjà considéré presque comme un classique instantané. Il est resté comme un des grands films de science-fiction de référence, autant que le premier Terminator, et j'éviterai pour l'instant en tout cas de parler de ses suites. Je ne sais pas si j'en ferai des vidéos, mais il était important pour moi de revenir sur ces deux opus fondateurs, Terminator 1, Terminator 2, qui pour moi ont tout dit, qui pour moi ont réellement posé les bases. Il y a énormément de films, il y a énormément de séries qui s'inspirent de Terminator, on peut le voir même jusqu'à la dernière saison de Westworld actuellement. C'est juste hallucinant ce que Cameron a pu apporter en termes de langage cinématographique, en termes d'univers, en termes de pessimisme aussi sur notre humanité. C'est juste brillant, c'est magistral. James Cameron prouve avec Terminator 2 qu'il est réellement un des plus grands réalisateurs actuels. Pour moi, évidemment, il l'est toujours. On verra ce que nous réserve l'avenir avec un Avatar 2. Et je vois d'ici les haters se pointer. N'oubliez pas que quand James Cameron tournait Terminator 2, on lui prédisait un four, on lui prédisait un bide à chaque fois que James Cameron va sortir un film. Donc évitons de nous précipiter à dire que Avatar 2 sera bidon ou je ne sais quoi. Attention. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.